juste en introduction, d'abord, je remercie vraiment Philippe d'avoir donné cette place dans le programme à cette étude Proust. Je vais d'abord vous la présenter de façon globale et vous dire un peu quel est le chemin qui a été parcouru un petit peu dans la réflexion de cette étude Proust. Tout d'abord, on part de l'idée que les revues de morbimortalité en radiothérapie ne sont pas faites de façon optimale. Vous savez probablement que l'organisation de ces réunions RMM dont les départements médicaux ont commencé il y a très très longtemps avec notamment des services de chirurgie qui permet d'évaluer la qualité des soins et passer en revue un certain nombre de problèmes qui peuvent survenir lors des hospitalisations, qui peuvent entraîner une inégalité au niveau des soins ou des retards ou des conséquences pour les patients. Au plan de la radiothérapie, vous savez tous que la qualité de la radiothérapie est opérateur dépendant, puisqu'elle dépend d'une équipe multidisciplinaire, des process qui sont complexes avec de nombreuses étapes. Et dans ce contexte-là, si on fait un parallèle entre ce qui se passe en revue de morbimortalité dans les autres spécialités par rapport à la radiothérapie, on voit bien d'emblée que potentiellement calquer le système tel qu'il est fait avec la revue de morbimortalité dans les autres spécialités peut être extrapolé. Et puis, évidemment, on en parlera tout à l'heure, mais la morbidité de cette, ou la toxicité de cette radiothérapie peut induire un certain nombre de morbidités en fonction du volume irradié, de la cible, mais également de la radiosensibilité intrinsèque des patients. Je passe à la suivante. Sur le plan de ces toxicités, l'origine, comme je vous l'ai dit, elle est multifactorielle. À plusieurs étapes, on peut avoir, durant ce parcours pour les patients, on peut avoir un certain nombre d'erreurs ou potentiellement d'erreurs, mais aussi de changements dans la préparation, dans le traitement, mais aussi au moment des contrôles de l'imagerie de positionnement. On peut avoir un certain nombre de traitements médicaux associés à la radiothérapie qui peuvent être aussi source d'un risque de toxicité additionnelle. Et puis, on peut aussi avoir une radiosensibilité intrinsèque de ces patients qui va peut-être potentiellement expliquer le fait de donner la même dose, de délivrer la même dose selon un même fractionnement chez deux patients différents pour une même localisation. Et on peut avoir des toxicités complètement différentes. Ceci impose évidemment un suivi en long cours qui est primordial. C'est ce qui est réglementairement établi. Et tout le monde, aujourd'hui, dans les services de radiothérapie, est extrêmement sensibilisé à ce type de démarche de veille sur la surveillance des patients à distance. Alors, si maintenant on va un petit peu plus loin dans le cheminement de cette réflexion, on se dit, tiens, en radiothérapie, on a créé les CREX, les cellules de retour d'expérience ou les comités de retour d'expérience qui ont fait leurs preuves avec une procédure qui avait commencé il y a très longtemps avec l'AMEA, ensuite établie dans tous les services et aujourd'hui, plus personne ne peut discuter l'intérêt de ces CREX qui permettent une déclaration des événements potentiellement pourvoyeurs d'incidents ou d'accidents dans les services et de les prévenir, de faire des actions correctives pour éviter que des incidents, d'accidents sur les futurs patients surviennent. Et cette procédure CREX, elle a été, je vous le redirai tout à l'heure, elle a été pas mal confondue avec ce qu'on peut avoir comme définition sur la RMM. Et là, c'est justement l'un des points importants à lever pour bien clarifier la position du CREX et la position de la RMM pour que cela ne soit pas confondu. Ça peut évidemment
également être l'occasion de faire une évaluation des pratiques professionnelles dans les services de radiothérapie sur ce sujet RMM. Alors, Proust, comme vous voyez ici, j'ai mis, c'est une étude qui est promue par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Elle est financée par l'INCa. L'acronyme Proust, c'est Prospective Registration of Morbidity and Mortality and Individual Radiosensitivity After Radiation Therapy. Donc, tous les mots-clés se retrouvent ici. Et ensuite, on a, à partir du moment où cette étude a été on va dire, financé par l'INCa, on a eu à débuter une certaine méthodologie pour la mettre en place. Alors, ce qui intéresse évidemment nos tutelles, c'est évidemment essentiellement d'abord le volet organisationnel. C'est ça qui leur a plu le plus dans la proposition initiale. Pourquoi? Parce que le volet organisationnel, c'est de dire, tiens, si on mettait sur le même modèle que les CRESCS en place des revues de morbimortalité dans les services de radiothérapie dans le cadre d'un projet, eh bien, le mettre en place de façon homogène et le promouvoir dans tous les services, ça pourrait être très intéressant dans ces phénomènes de déclaration des événements tardifs et là, de toxicité en particulier. Donc, la première étape que nous avons fait dans ce projet, c'est de faire une enquête. Donc, c'est la Proust Survey qu'on a publiée, je reviendrai tout à l'heure aussi, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se fait dans les services de radiothérapie en France. Le deuxième volet qui suit après ce volet organisationnel et l'implémentation ou l'implantation des RMM dans les services serait donc de les mettre en action avec l'expertise et le volet analytique et l'expertise des physiciens et des radiothérapeutes sur des dossiers qui vont être déclarés. Il faudrait y arriver au bout avec l'objectif et l'idée d'écarter toute suspicion d'erreur dans la planification et l'exécution du traitement. C'est ça qui va nous permettre de discuter avec le patient et rassurer les patients par rapport à la toxicité en disant clairement que la revue de votre dossier sur tout le parcours en partant de la RCP, c'est-à-dire de la décision thérapeutique du moment où nous avons posé l'indication jusqu'à la fin du traitement, incluant toutes les étapes du centrage, de la dosimétrie, de la validation de celle-ci, de la validation du traitement au poste jusqu'à la fin. Et c'est de répondre à cette question en disant qu'il n'y a pas eu d'erreur ou s'il y a des erreurs, est-ce qu'elles ont eu un impact ou peuvent être expliquées totalement ou partiellement cette toxicité. Enfin, si on dit qu'il n'y a absolument aucune explication autre, est-ce que cette radiosensibilité intrinsèque ou individuelle, comme on veut, eh bien, est-ce qu'elle peut être l'objet d'une interrogation chez un patient pour lui donner finalement la réponse sur sa radiosensibilité intrinsèque. Et c'est là où rentre cette base de données prospective nationale Proust, qui pourrait donc du coup avoir un volet clinique, mais aussi un volet biologique sur ces tests. Les objectifs, là je vais aller assez rapidement maintenant sur les objectifs, puisqu'ils sont un petit peu dressés. Le registre Proust va recenser à l'échelle nationale à partir des RMM, donc implanter les données des toxicités sévères durables post-radiques et éventuellement les expliquer de façon objective en tenant compte des paramètres cliniques, techniques et liés à la radiosensibilité. Ça, c'est l'objectif principal. Ensuite, on a les objectifs secondaires qui sont aussi intéressants, puisque qui dit implémentation, eh bien, dira qu'on va homogénéiser l'organisation des RMM dans les départements à l'échelle nationale, avec la collection des données sur les stratégies thérapeutiques également, pour pouvoir potentiellement les lier ou pas, évaluer les toxicités radio-induites associées en fonction des organes concernés lors de la planification et la délivrance de la radiothérapie, les traitements systémiques associés de façon concomitante ou séquentielle à la radiothérapie seront enregistrés. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la radiosensibilité intrinsèque qui doit être évaluée. On y reviendra tout à l'heure.
On peut également avoir en tant qu'objectif secondaire l'évaluation du délai entre l'irradiation et l'apparition de la toxicité, évaluer la prise en charge de ces toxicités et voire même donc faire un inventaire sur la qualité de vie et son évolution tout au long de ce suivi de patients ayant présenté des toxicités sévères et durables. Sur le plan de la méthodologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait faire un état des lieux et savoir ce qui se passe en France. Donc ça, c'est une enquête que nous avons menée au tout début de l'histoire de Proust, avec les résultats très sommairement. On a eu 108 réponses, avec le premier point qui est une confusion vraiment entre les RMM et les CREC, c'est-à-dire que les gens confondaient un petit peu, et c'est légitime parce que les CREX étant organisés dans les services de façon, on va dire, courante, qui font la routine, eh bien, certains départements confondaient du fait que ben, quand on a une toxicité, potentiellement, ça pouvait relever des CREX. Elles sont très, très peu implémentées en France avec une méthodologie très hétérogène. Par contre, à la question, est-ce que vous seriez intéressé de participer potentiellement à un projet sur ce sujet, ben, on a 78% de centres qui avaient répondu positivement à cette idée. La deuxième partie, c'était de définir en fait qu'est-ce que c'est qu'une RMM idéale en radiothérapie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette extrapolation du volet des services de chirurgie est un petit peu compliquée à faire, dans le sens où on n'a pas exactement les mêmes objectifs. Mais ce qu'on a fait depuis le début, c'est de prendre 5 centres pilotes avec des visites évidemment sur site, avec des discussions sur la façon d'organiser ces RMM dans les services. On a fait un cahier des charges, ben, je n'ai pas détaillé ici, mais j'ai pris juste quelques mots sur, si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer évidemment les documents. Cette validation, c'est de dire finalement, on doit, après avoir sélectionné, d'écrire, puis analyser et voir comment améliorer évidemment la toxicité et la suivre. Donc pour ce faire, on a dit qu'un minimum de 6 mois, c'est-à-dire 2 RMM par an, pourrait être le minimum qu'il faut faire dans les services pour détecter, screener ces malades, les suivre et les enregistrer potentiellement. Et je vous montrerai tout à l'heure l'expérience que nous avons à Henri Mondor. Concernant les équipes, on a dit évidemment qu'il faut la participation d'équipes médicales, bien sûr, qui va déclarer, qui seront les premiers acteurs à définir, à dire qu'il faut que ce patient-là ou cette patiente-là doit être incluse et doit être suivie. L'équipe paramédicale, bien sûr, mais aussi la physique médicale, évidemment. Présentation des nouveaux cas enregistrés. Donc, lors de l'ARMM, on a à passer en revue les nouveaux cas enregistrés. Et puis, la deuxième partie de l'ARMM, en tant qu'organisation intrinsèque de l'ARMM, c'est de suivre les anciens cas qui ont été présentés pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc, on a la première partie pour les nouveaux cas et la deuxième partie de l'ARMM. Généralement, c'est sur 3 heures que nous le faisons. Et les anciens dossiers, avec même un diaporama qui est tout près d'ailleurs, Proust, qui est avec l'arrière-plan et tout ce qu'on veut, avec tous les items qu'il faut recueillir. Et donc, l'objectif, c'est d'implémenter cette méthodologie une fois validée par les 5 centres. Et nous avons fait cette validation avec 5 centres pilotes, un peu comme ça a été fait pour les CREX à l'époque, où il y avait, je crois, de mémoire, 8 centres. Moi, à l'époque, j'étais à Lille. Et Lille participait avec Limoges de mémoire et des centres qui représentent évidemment le public, le privé, les centres anticancéreux, de telle sorte à avoir une vision globale. Alors, comment ça se passe? Le diagnostic de toxicité sévère est défini par définition, c'est un diagnostic clinique, bien sûr. La déclaration se fait au moment où le patient est vu par le médecin, qui va déclarer au coordinateur de la RMM ou son suppléant le dossier à étudier. Le coordinateur va désigner un binôme référent qui sera un médecin, un physicien pour faire ce qu'on a appelé tout à l'heure l'analyse physique ou l'analyse objective du dossier.
et ce médecin, ce binôme, est non impliqué dans la validation du parcours thérapeutique du patient, évidemment. L'expertise se fait en repassant en revue la totalité du parcours du dossier du patient pour être dans une fiche de recueil de données et on fait un compte rendu de RMM qui va être présenté le jour de la réunion, le jour où sera organisée la revue de morbimortalité. On a deux cas de figure. Soit on a une explication qu'on va donner aux patients, et les patients sont très en attente de ce type très en attente de la réponse quand ils ont cette toxicité qui dure dans le temps, de savoir est-ce que on a fait ou on n'a pas fait une erreur dans leur traitement, est-ce que tout a été fait. Ça, c'est très important. Donc, soit on a une relation, et dans ces cas-là, évidemment, il faudra la donner, l'écrire, la formaliser, mais aussi définir une prise en charge et le suivi de cette toxicité. Soit il n'y a absolument aucune explication que tout a été fait dans le bon ordre, que les doses ont été bien faites, que l'indication a été bien posée, que le positionnement a été parfaitement bien fait et ne peut en aucun cas expliquer tel ou tel symptôme ou telle toxicité. La question, c'est de proposer un test de radiosensibilité et d'enregistrer toutes les données cliniques, dosimétriques et biologiques, bien sûr, dans la base de données, et de prendre en charge le patient avec une spécificité selon cette toxicité et de le suivre. Les tests de radiosensibilité que nous avons prévus dans Proust sont les deux tests qui sont connus et qui sont en fait faits en France. Le test apoptose lymphocytaire de l'équipe de Montpellier et les biopsies cutanées qui sont faites par l'équipe de Lyon. Il faut dire donc que de ces financements, une partie du financement a été donnée à ces deux unités INSERM pour faire, pour ces malades-là, ces deux tests avec donc en aveugle, c'est-à-dire que ils savent, ni l'un ni l'autre ne sait le résultat évidemment de l'un ou de l'autre. Et la seule information que nous avons, c'est que ces malades-là ont une toxicité grave, ont une toxicité durable et en théorie, si on doit avoir des tests de radiosensibilité, puisqu'on n'a aucune autre explication, normalement, on s'attend à avoir dans cette population un certain nombre de données très élevées de corrélation avec ces tests. Pour le moment, évidemment, on est au tout début de l'histoire, nous verrons plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la méthodologie à Henri Mondor par rapport à l'enregistrement dans la RMM? Vous avez ici, par exemple, lors de la première discussion, après la première discussion en RMM, si vous avez 80% des dossiers qui sont clos après, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous suivez en RMM ces patients qui ont des toxicités, en fait, la cause est identifiée, explication donnée aux patients, toxicité prise en charge dans 80% des cas. Progressivement, ces dossiers vont sortir du circuit RMM parce qu'il n'y a plus lieu de les conserver, parce qu'on a tout fait et il n'y a aucune action supplémentaire à faire en dehors de continuer leur surveillance. Les 20% sans cause retrouvée, donc on a en gros 20% qui sont inclus dans cette étude pour avoir un test de radiosensibilité où on n'a absolument aucune explication. Pour les cas les plus fréquents, évidemment, c'est le sein et c'est la prostate, dans lesquels on a souvent l'explication, notamment pour la prostate, sur le plan des rectites ou des cystites radiques, par exemple. On peut dire en conclusion que d'abord, le suivi de ces patients et la veille sur ces toxicités est un objectif primordial pour nous tous, ça c'est une certitude. Proust nous donne l'occasion de faire pour la première fois un registre qui peut être extrêmement intéressant pour le futur, pour les centres qui veulent évidemment bien participer. Nous, on espère avoir de plus en plus de centres qui s'intéressent pour rentrer. Et je remercie encore une fois Philippe aussi d'avoir donné l'occasion d'en parler à la SFRO cette année. On a eu quelques retours de personnes qui ne savaient pas et qui sont intéressées, qui veulent maintenant participer. Faire cette méthodologie validée, rigoureuse pour implémenter les RMM dans les services, c'est pas très lourd à faire.
C'est 2 réunions par an et avec un impact sur la prise en charge des malades qui est, à mon sens, extrêmement intéressante. Rassurer, expliquer aux patients, puis assurer le suivi des toxicités et la prise en charge. Faire une évaluation des pratiques professionnelles en radiothérapie, ça peut être aussi un projet. On a cet enregistrement normalement pour Proust de 300 patients qui sont prévus au total, avec, à l'heure où on parle, 17 inclusions à ce jour, parce qu'il y a eu tout le travail préparatoire, évidemment, que je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'organisationnel. Et maintenant, on est vraiment prêt à aller dans le vif du sujet. Il faut mobiliser les équipes, évidemment, françaises qui veulent participer. Je remercie l'équipe Proust, notamment à la DRC, de la PHP, mais aussi à l'URCA Henri Mondor, mais aussi les centres participants. J'ai mis ici qui sont ici avec les centres référents dont on a parlé au tout début, qui sont les centres pilotes qui sont ici représentés par Georges Pompidou, Baclès, Hartmann à Levallois et Val d'Orel. Et puis après, ceux qui sont en train de nous rejoindre progressivement avec les centres ouverts, on les ouvre au fur et à mesure. Et j'espère que nous allons atteindre cet objectif des 300 malades. Et merci pour votre attention. Et désolé pour la technique, j'espère que j'ai pu passer les messages au travers de ce simple PDF. Merci beaucoup.